C'est avec beaucoup plaisir que je me retrouve à nouveau dans cette salle. J'y étais il y a 2 ans et demi pour justement parler de Subglacior, ce projet que la Fondation BNP Paribas nous a soutenu dans ses tout débuts de Climate Initiative. Et c'est un partenariat très efficace et vraiment je le remercie encore une fois. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de ce projet Ice Memory. C'est un projet atypique, c'est un projet qui est quelque part désintéressé parce qu'en fait c'est pas pour notre génération de scientifiques, c'est pour la génération des scientifiques de demain. Ce projet il vise en fait à sauvegarder la mémoire de la planète quelque part, cette mémoire qui est enfouie dans les glaciers du monde. Quand vous allez en montagne, vous admirez probablement à l'occasion des glaciers, ce sont des objets absolument magnifiques, d'une pureté incroyable. Pour nous, les glaciers, c'est de la matière première, nous scientifiques. C'est une matière première qui comprend en fait la mémoire de la planète, la mémoire de son climat, la mémoire de l'environnement, la mémoire de la composition de l'atmosphère. Tout ça, on le retrouve dans les couches, petit à petit, en profondeur dans le glacier. Et notre travail, c'est de collecter ce qu'on appelle des carottes de glace, des cylindres de glace d'environ 10 cm de diamètre, qui vont perforer le glacier jusqu'à son socle rocheux, et donc remonter dans le temps, remonter des couches de neige qui se sont formées il y a très longtemps. Parfois jusqu'à il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'années. Et en analysant le contenu chimique ou physique de ces carottes de glace, on raconte l'histoire, on décrit un alphabet qui est écrit naturellement par la beauté de cette planète. Et finalement, tout l'enjeu de Ice Memory, c'est de tenir compte du fait qu'aujourd'hui, en raison du réchauffement climatique, la plupart de ces glaciers en fait sont en voie de disparition. Beaucoup se réchauffent très vite. Ils subissent ce qu'on appelle de la fusion estivale quasiment systématique, c'est-à-dire que chaque été, la température est suffisante pour que la surface du glacier fonde systématiquement. Et cette eau de fonte, ensuite, elle percole, comme finalement l'eau à travers le marc de café de votre machine à café. Et cette eau liquide va pénétrer dans les couches inférieures et va effacer la bande enregistreuse, va effacer cette mémoire. Donc l'enjeu pour nous, il est d'aller sur ces glaciers, forer des carottes de glace, les mettre en lieu sûr, et en anticipation de la science de demain, pour faire en sorte que les générations futures, qui auront d'autres idées, d'autres technologies que celles dont on dispose aujourd'hui, puissent exercer leur science sur une matière première qui aura disparu quand cette nouvelle technologie et ces idées seront dans leurs esprits. Et donc c'est un projet assez inhabituel parce qu'en fait, comme on n'est pas à produire de la science aujourd'hui à court terme, les agences de financement habituelles sont relativement peu intéressées, parce que pour elles, quand elles financent un scientifique, elles veulent un résultat palpable au bout de 4 ans ou 5 ans. Ce n'est pas notre cas. Donc en fait, on a monté ce partenariat assez inhabituel entre des agences publiques de recherche, dont le CNRS auquel j'appartiens, mais il y en a d'autres, l'Institut de recherche pour le développement par exemple, et des mécènes, des philanthropes, que ce soit des fondations, des entreprises ou des individus. Et le lien entre les deux, en fait, c'est la fondation de l'Université Grenoble-Alpes, une toute jeune fondation créée en 2014, qui a la chance en fait d'avoir à sa tête une personne d'un dynamisme absolument incroyable. Elle s'appelle Anne-Catherine Holman, et j'ai eu la chance de la rencontrer en fait à l'occasion d'une visite privée du prince Albert de Monaco à notre laboratoire il y a environ 3 ans, en fait il y a exactement 3 ans. Et je présentais pour la première fois le concept du projet Ice Memory au prince, et il était vraiment très intéressé. Anne-Catherine était dans la salle, et elle m'a dit à la fin de la réunion, écoute, il faut qu'on se voit. Donc 15 jours après, on s'est assis autour d'une table avec elle, et puis mon collègue de l'IRD, Patrick Ginaud, et puis on a monté Ice Memory. Et elle est allée chercher les fonds. Elle est allée chercher les fonds et elle nous a permis de conduire les 2 premières opérations de sauvegarde. Une sur le Mont Blanc, dans l'été 2016, une qui s'est terminée ce printemps sur le glacier Illimani en Bolivie, à 6300 mètres d'altitude. Et puis on a d'autres projets dans les tuyaux, maintenant avec les Russes dans le Caucase, et puis potentiellement bien d'autres. Et puis grâce à Anne-Catherine, on a obtenu le soutien de l'UNESCO. C'est très important parce que c'est un projet, comme je vous l'ai dit, qui n'est pas pour nous, qui est pour les générations futures. Donc c'est un projet qui rentre complètement dans la logique de l'UNESCO, cet organisme des Nations Unies qui s'occupe de la science, de l'éducation et de la culture. Soutient aujourd'hui Ice Memory, le comité exécutif de l'UNESCO qui s'est tenu à Paris en octobre de cette année, dont vous avez entendu parler, puisqu'on a eu cette annonce assez désastreuse du retrait des États-Unis et d'Israël de l'UNESCO. Et bien en parallèle, il y avait un projet de décision par rapport à Ice Memory qui a été voté par le comité exécutif. Et donc aujourd'hui, officiellement, l'UNESCO soutient notre démarche et donc nous permet d'aller bien au-delà au niveau international. Je vais vous poser quelques questions pour essayer d'approfondir un petit peu le sujet. D'autres projets sont déjà en cours. C'est quoi la suite du projet? Vous avez d'autres lieux à forer?
Très pragmatiquement, la prochaine opération devrait être sur le mont Elbrouz, qui est le sommet du Caucase, à 5400 mètres d'altitude, entre la mer Noire et la mer Caspienne. C'est un site qui a déjà été exploré par nos collègues russes avec un forage conduit en 2009. On connaît le potentiel de ce glacier, on sait aussi qu'il se réchauffe très vite. Et en fait, il nous permet d'obtenir des informations qu'on n'a pas avec typiquement les deux autres forages. Notamment les masses d'air qui alimentent en fait ce glacier sont essentiellement en provenance d'Europe de l'Ouest, d'Afrique et du Moyen-Orient. Donc on peut apprendre des processus grâce à cette carotte de gaz que l'on ne peut pas comprendre avec une carotte forée par exemple dans les Alpes. Nos collègues russes viennent d'obtenir un soutien financier substantiel à la fois du gouvernement russe et de l'Académie des sciences russes, et donc l'opération est dans les tuyaux pour juillet-août 2018 si tout va bien. On ne peut pas se contenter d'une seule carotte de gaz pour décrire finalement le battement cardiaque de notre planète. On a besoin, comme on dit dans le jargon, de spatialiser l'information, donc de couvrir différentes régions géographiques, différentes échelles de temps. Je vais prendre l'exemple des Alpes. On a foré le glacier du col du Dôme. C'est un glacier exceptionnel parce qu'en fait, on peut résoudre, grâce au forage dans ce glacier, ce qui se passe à l'échelle de la saison. Donc on a une résolution dans le temps exceptionnelle. En revanche, on remonte relativement peu dans le temps. On a environ, on va dire, 150-200 ans d'histoire du climat ou d'autres paramètres de la planète. Si on veut disposer de l'histoire de cet environnement dans les Alpes à des échelles de temps plus longues, on va viser, c'est l'objectif de nos collègues suisses, le glacier du Colli-Nifeti, situé à la frontière entre la Suisse et l'Italie, également à 4300 mètres d'altitude, où il tombe beaucoup moins de neige chaque année, et donc quand on fore en profondeur, on remonte beaucoup plus loin dans le temps, et de précédents forages nous ont montré que ce glacier remonte pratiquement à le début de l'ère de l'Holocène, c'est-à-dire l'ère chaude dans laquelle on vit depuis 10 000 ans. Et donc on peut couvrir vraiment l'histoire de cette période de l'Holocène. On a d'autres projets également dans les montagnes rocheuses, dans l'Arctique, parce qu'il faut savoir que l'Arctique se réchauffe très très vite, et si le Groenland nous fournit de bonnes conditions, en revanche il y a des glaciers sur des îles, notamment au large de la Sibérie, qui aujourd'hui sont vraiment en train de se réchauffer très vite, et on envisage de monter des opérations là-bas également. Après, pour vous situer, il y a quand même 200 000 glaciers à la surface de la planète. On ne va pas conduire 200 000 opérations, c'est pas l'intention du tout. Donc l'ordre de grandeur, on espère forer potentiellement une vingtaine de glaciers, quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'informations dans de la glace? Ça paraît pas évident a priori. Est-ce que l'on pourrait développer un petit peu ce que vous cherchez exactement dans les carottes de glace? La glace, en fait, au départ, c'est de la neige. Et la neige, ce sont des flocons de neige qui se sont formés dans l'atmosphère. Au moment de la formation de ces flocons, évidemment, c'est essentiellement de l'eau, hein. La glace, c'est avant tout de l'eau, mais il y a des impuretés en très très faible quantité. C'est parfois, quand on raisonne en masse, quelques milliardièmes de grammes dans un gramme de glace. C'est par exemple la quantité de plomb que vous allez trouver dans la glace, ça va être quelques, même millièmes de milliardièmes de grammes par glace, de grammes de plomb par gramme de glace. Mais c'est des choses qu'on est capable de mesurer. Aujourd'hui, on a les technologies pour mesurer ces très très faibles concentrations. Et on peut, par exemple, reconstituer l'évolution des émissions de plomb par l'activité européenne depuis le début de la période industrielle jusqu'à aujourd'hui. Et on a montré, par exemple, qu'on a atteint des niveaux en plomb dans l'atmosphère qui étaient pratiquement 2 à 3 ordres de grandeur supérieurs à ce qu'il y avait il y a 200 ans, à cause de cette activité industrielle, et que par la mise en place d'actions fortes de régulation, en l'occurrence l'abandon de l'essence plombée pour mettre en place l'essence sans plomb pour faire en sorte que les catalyseurs des voitures ne soient pas empoisonnés par le plomb, et bien on voit réellement la concentration au plomb aujourd'hui s'effondrer dans ces glaciers, et ça nous indique, c'est comme des vigies, quelque part, plantées au milieu de le fonctionnement de nos sociétés. Ces vigies nous disent, oui, ça valait le coup effectivement de mettre en place ces actions, parce qu'on en voit réellement le résultat, et on peut le comparer au niveau naturel. On peut voir aujourd'hui comment l'activité humaine se situe par rapport au niveau naturel sur ce type de polluant. Merci encore, Jérôme Chapelaz. Merci à vous.